togolais. Voilà pour les titres. Du 27 au 28 octobre prochain se tiendra à Lomé la 2e édition de Africa Investment Days, un rendez-vous d'échange et de partage d'expériences entre acteurs de développement, juristes, investisseurs et porteurs de projets. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse par le promoteur, le cabinet Toblé et Associés, Ramdan Bassila. La problématique de l'investissement en Afrique au cœur de la 2e édition du Forum Africa Investment Days. En filigrane, les nouveaux moyens d'investissement et les mécanismes disponibles pour allier rentabilité et durabilité en Afrique. Ce rendez-vous d'échange et de partage se veut une opportunité entre investisseurs privés et publics, porteurs de projets, juristes et fonds d'investissement étrangers. On ne parlera pas que du Togo, pas que du secteur privé togolais, mais aussi du secteur privé des autres pays. Nous allons débattre, il y aura 5 grands thèmes sur l'agriculture. Avec ce qui se passe en Ukraine, justement, nous nous sommes rendus compte que c'est le moment d'investir massivement dans l'agriculture. Nous aurions dû le faire avant. Il y a le secteur des énergies, avec le cours, par exemple, du pétrole qui, voilà. Il y a aussi le secteur des infrastructures, le secteur des fintech et de la culture. Du 27 au 28 octobre prochain sont attendus à cet événement des acteurs du monde des finances venus de divers horizons. Allier investissement et durabilité dans les processus d'intégration économique en Afrique, tout l'enjeu est là. Ces pistes-là existent, il faut maintenant les vulgariser, il faut les promouvoir et il faut emmener donc le public, ce public qu'on attend justement en octobre, à s'approprier ces nouveaux canaux donc, de financement, d'investissement. Et c'est le lieu pour moi de rappeler que le Crédit Access soutient cette initiative. Le cabinet d'avocats Toblé et Associés est l'initiateur de ce forum. Les rencontres B2B, présentation des projets et opportunités d'ouverture sur les marchés sont à l'agenda du Forum Africa Investment Days. Des investissements, ils en ont besoin, les jeunes entrepreneurs, pour mettre en œuvre leurs projets. Et pour être éligible, il faut présenter un projet très bien ficelé, donc être bien informé et formé en entrepreneuriat. Le cabinet Yilim veut les aider dans ce sens avec l'appui du gouvernement. Christine Péché-Kialoudé. L'édition 3 de la Journée des jeunes et femmes entrepreneurs bat son plein. Cadre d'opportunités d'affaires, de promotion et de valorisation des produits et des talents. Junior, jeunes entrepreneurs recyclent les boîtes de conserve, des chutes de pagne et en fait des luminaires. Je suis là aujourd'hui pour présenter mes produits, avoir des avis par rapport aux visiteurs, comment nous pouvons améliorer et recueillir des informations. Le cabinet Yilim met son expertise au profit des jeunes. Il veut les amener à vivre de leur métier et sépare des renforcements de capacités et d'échanges d'expériences. La journée du jeune et femme entrepreneur, c'est vraiment la porte ouverte à l'entrepreneuriat des jeunes débutants et c'est aussi l'occasion pour nous les entrepreneurs débutants de dire à tous les acteurs du secteur privé que nous sommes prêts. Nous sommes motivés, on veut avoir de l'aide et qu'on demande justement d'accentuer tous les projets qui pourront nous aider en tant que jeunes et femmes entrepreneurs à pouvoir s'en sortir. La ministre du Développement à la base leur a apporté des informations utiles à l'inauguration de cette édition. Je voudrais vous inviter à une démarche en 3 étapes. Cherchez l'information, utilisez-la parce qu'elle vous permet de prendre les meilleures décisions. Saisir les meilleures opportunités, construisez continuellement, sans interruption, et développer non seulement votre clientèle, mais aussi votre réseau, votre notoriété autour de vos produits et services. Restez à l'écoute de vos clients. Sachez également que le statu quo est l'un des ennemis du développement. Durant le mois de juillet, Yilim sera à Kara pour le même événement à l'intention des jeunes entrepreneurs de l'intérieur du pays. Des journées pour stimuler également la relance des activités économiques après la pandémie à Covid-19.
La production de l'ananas de plus en plus faible selon un diagnostic établi dans le HAO, ce qui est inquiétant en ce qui concerne l'avenir de cette filière. Les producteurs de cette localité ont été conviés à une séance de mise à jour en technique de production de ce fruit pour un meilleur rendement. Sylvia Abdou. L'une des zones de production à fort potentiel de l'ananas tient dans le HAO. Plusieurs producteurs sont engagés dans cette filière, mais ne disposent pas des outils nécessaires pour une production à grande échelle. D'où cette formation pour leur faire acquérir de nouvelles techniques de production visant à produire en quantité et en qualité. Les gens doivent savoir le comportement de l'ananas. Et puis, en matière de technique agricole, c'est depuis le choix du site d'installation des parcelles, quel type de sol convient à la production d'ananas, quel type de production, disons, du matériel végétal il faut utiliser, leur qualité, le calibrage jusqu'à aux différentes interventions, comment il faut alors entretenir les plants sur lesquels on a déjà coupé les rejets pour pouvoir sortir des rejets de qualité. En tant que producteurs, nous espérons grandir notre production d'ananas. Nous voulons les faire en quantité et en qualité. À travers cette formation, les producteurs vont toucher du doigt les techniques de production en culture conventionnelle et biologique, mais aussi de commercialisation des produits. Ceci en vue d'un accès facile au marché local et international. Et les producteurs, après formation, quand même, adopteront des techniques innovantes et innovatrices dans la production conventionnelle et biologique de l'ananas. Et ils maîtriseront aussi la gestion de leurs exploitations agricoles. Et aussi les techniques de recherche de marché quand même pour pouvoir vendre leurs produits. Et tout ceci dans le but quand même d'augmenter leurs revenus. La formation est appuyée par FNAFPP, Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel. Le but, relancer la filière pour améliorer la capacité de production. La démarche, accompagner le gouvernement dans sa politique de développement pour faire des producteurs de vrais entrepreneurs agricoles. L'édition 2022 des Journées de l'artisanat togolais est officiellement lancée. C'est un événement qui va se dérouler dans les différentes préfectures du pays. Objectif, donner plus de visibilité à l'artisanat togolais et célébrer l'expertise du métier artisanal. Edwige Atapa-Bassabi, reportage présenté par Yata Aratem. Le secteur de l'artisanat à l'honneur du 23 juin au 6 juillet prochain au Togo. L'édition 2 des Journées de l'artisanat, un rendez-vous économique, mais qui au-delà offre l'opportunité au public de découvrir les créativités des artisans, d'aller à leur rencontre et de partager leur passion. Le secteur de l'artisanat togolais présente des potentialités énormes qui, exploitées judicieusement, feraient de lui un précieux outil de croissance économique et sociale. Nous en sommes convaincus. L'artisanat, faut-il le rappeler, joue un rôle important dans la vie économique, sociale et culturelle de notre pays en termes de création d'emplois, de génération de revenus et de valorisation de nos ressources locales. D'où sa contribution significative à la lutte contre la délinquance juvénile, le chômage et la pauvreté. Une des solutions contre la pauvreté, l'artisanat contribue fortement à l'équilibre du tissu économique et social. C'est pourquoi le gouvernement togolais, sous la très haute impulsion du chef de l'État, a hissé très haut le secteur de l'artisanat dans l'édification de notre chère nation. Ces dernières années, d'importantes réformes ont été courageusement engagées et ont abouti à rendre le secteur visible, à dynamiser ses acteurs, à assainir son cadre organisationnel et à améliorer sensiblement les capacités de production. Des acquis qui augurent de bonnes perspectives pour le secteur. La deuxième édition de cet important rendez-vous va se dérouler dans toutes les préfectures et régions du Togo.
Une occasion unique marquée par des journées portes ouvertes sur l'artisanat avec des panels et des communications, des expositions vente des produits et services artisanaux. À noter que les élus locaux de la région centrale approfondissent leurs connaissances en matière de gouvernance locale. Cette formation est offerte par l'ONG internationale Solidarité, Coopération pour le développement et partenaires. C'est pour leur permettre de mieux gérer leur commune. Désiré à l'œil. L'appui à la décentralisation reste davantage un enjeu pour soutenir les communes, collectivités locales dans la bonne gouvernance. La non-maîtrise de l'exercice des compétences dévolues aux conseillers municipaux, la gestion des affaires communales, l'inefficacité du système d'archivage, la non-participation du citoyen à l'action publique sont entre autres préoccupations, des insuffisances à combler. Les élus locaux de la région centrale sont à l'école de renforcement des capacités pour relever ces défis. GESCODE, région Grand Est, Solidarité et Coopération pour le développement conduit le projet. Cette action a été initiée et financée par la région Grand Est avec l'appui du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour outiller ces élus de sorte qu'ils puissent être à même de gérer les problèmes auxquels ils vont faire face dans l'exercice de leurs fonctions. La formation va se porter sur, dans un premier temps, les notions de la décentralisation, ensuite les devoirs de redevabilité des élus. Il y aura aussi un module qui va porter sur la planification. L'autre module va porter sur la gestion d'un conseil municipal. Sortis de la rencontre, les conseillers municipaux pourront mieux maîtriser leur rôle dans l'action de développement, la bonne gouvernance locale. Nous serons tellement outillés et pourrons maintenant mettre en place les structures qu'il faut pour que nous puissions fonctionner comme il se doit. Et notre souhait, nous voulons que d'autres formations arrivent. La formation reste donc une aubaine qui apportera aux élus locaux une meilleure appréhension des questions liées à la maîtrise d'ouvrages locaux et la gestion de l'organigramme communal. À Kémérida, dans la Bina, c'est un nouveau poste de contrôle qui est réceptionné. Cette infrastructure répond aux normes internationales pour une meilleure gestion de flux migratoires. La cérémonie inaugurale a été présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yak Damham. Nestor Mouzou. Le 4 novembre 2021, c'était la pose de la première pierre. 7 mois et 21 jours de travaux après, le nouveau bâtiment du poste de contrôle frontalier de Kémérida est sorti de terre. Ce bâtiment a été construit selon les standards internationaux. Il est donc prêt pour accueillir les usagers. Il est équipé du système de gestion et d'analyse des données migratoires et va contribuer à simplifier le travail des forces de sécurité opérant à la frontière, leur permettant ainsi de surveiller les flux migratoires. Des équipements de patrouille, des miroirs de contrôle de véhicules, des détecteurs des métaux, des radios VHF, des loupes de contrôle, entre autres, ont été également acquis pour faciliter la gestion de la mobilité au poste. Tout ceci a été réalisé pour le compte du projet Renforcement de la sécurité des frontières et la résilience des communautés frontalières dans le golfe de Guinée, un projet de l'OIM, Organisation internationale pour les migrations. L'OIM a une approche régionale. Vous avez tous vu ce qui se passe au Sahel, qui est en train d'affecter justement les pays qui sont au niveau du golfe de Guinée. Pour nous, il était important de mettre en place ces mêmes mesures pour accompagner ces pays du golfe de Guinée, notamment le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de vivre plus ou moins les mêmes expériences en termes de menaces et de risques sécuritaires pour les permettre de pouvoir non seulement améliorer le contrôle au niveau de gestion, mais de prévenir. Le bâtiment et les équipements ont coûté 448 811 $ américains, soit 280 512 000 francs CFA. L'OIM a obtenu le financement de la République fédérale d'Allemagne. Nous sommes très intéressés pour renforcer, disons, les mesures qui servent à réguler mieux la migration internationale.
Deuxièmement, en ce qui concerne le Togo, ça c'est aussi un signal de notre soutien pour améliorer la sécurité de la frontière. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une meilleure surveillance, mais aussi une meilleure gestion. Ça veut dire aussi au profit de la population qui passe. En remerciant l'OIM et la République fédérale d'Allemagne, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a souligné que leur œuvre contribuera à lutter contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la criminalité transnationale organisée. Hier, nous étions à Pognon pour le même projet. C'était la pose de la première pierre. Notre pays est en train de se moderniser. Nos services également. Et parlant de la frontière, vous savez, aujourd'hui, toute l'Afrique de l'Ouest est menacée par le groupe djihadiste. Chaque pays essaye de prendre des initiatives pour protéger ses frontières, pour protéger ses populations. Et c'est pour moi l'occasion de rendre un hommage mérité au président de la République qui, par anticipation, a instruit l'état-major de mettre en place l'opération Kougnouare. Il ne s'est pas arrêté là. C'est une opération militaire, sécuritaire. Mais il a aussi compris qu'il faut accompagner ça d'une opération souple, qu'il faut accompagner ça des projets de développement. C'est ce que le gouvernement est en train de faire. Je demande à nos concitoyens, à nos concitoyennes de jouer leur partition. La sécurité doit être l'affaire de tous. Le général Yark a invité les agents de sécurité en service au poste frontalier de Kémérida à prendre grand soin des locaux, des différents matériels et équipements mis à leur disposition et à les utiliser de façon efficiente afin de permettre aux populations et aux usagers d'en tirer grand profit. Allez, focalisons-nous sur l'actualité internationale. Au Mali, plus de 60 djihadistes neutralisés par les FAMA en représailles à la meurtrière attaque terroriste dans la commune de Diala-Sagou le 18 juin dernier. L'armée a renforcé ses dispositifs. En représailles à la meurtrière attaque perpétrée par des terroristes dans la commune de Diala-Sagou le 18 juin dernier, au Mali, l'armée a renforcé ses dispositifs dans le cadre du plan Maliko et l'opération Keletigui contre les groupes armés distillés dans le centre du pays. Vendredi, un communiqué des FAMA a annoncé la neutralisation de plus de 60 djihadistes et des frappes aériennes sur des plots logistiques et sanctuaires terroristes documentés de la Katiba du Massina d'Amadou Koufa dans les secteurs de Djéné, Ténenkou, Ségué et dans la forêt de Sama dans le cercle de Bankas. Bamako accuse cette organisation affiliée au groupe djihadiste Al-Qaïda d'avoir commis le massacre de Diala-Sagou où 130 civils ont été tués. Ces événements constituent l'un des pires carnages de civils au Mali ces dernières années et la dernière tuerie en date d'une récente série d'attaques à travers le Sahel. Une crise alimentaire mondiale est imminente, prévient le Programme alimentaire mondial. Des millions de personnes sont affamées dans le monde, conséquence directe du Covid-19 et de la guerre en Ukraine, entre autres. Le PAM appelle les dirigeants du G7 à plus d'actions pour sortir les populations de cette précarité. Le Programme alimentaire mondial de l'ONU tire la sonnette d'alarme. Plusieurs millions de personnes se retrouvent en situation de précarité alimentaire dans le monde, due aux conséquences du Covid-19, de la guerre en Ukraine ou encore des instabilités politiques. Arif Hussein, économiste au PAM, appelle les dirigeants du G7 à plus d'actions. Actuellement, nos chiffres montrent qu'il y a jusqu'à 345 millions de personnes en situation d'urgence alimentaire ou de guerre. Avant le Covid, ce chiffre n'était que de 135 millions. Sur ces 345 millions, 50 millions de personnes sont à un pas de la famine, pas dans un, pas dans deux, mais dans 45 pays. Ce que nous devons faire avant tout, c'est sauver leur vie, que ce soit au Yémen, au Soudan du Sud, au Tchad, dans le nord-est du Nigeria, en Afghanistan, et la liste est encore longue.
Dans un précédent rapport, le PAM a dit avoir un besoin urgent de 426 millions de dollars pour les 6 prochains mois pour éviter la famine au Soudan du Sud, où plus des 2/3 de la population ont besoin d'une aide alimentaire. L'actualité ce samedi, c'est aussi la révocation du droit à l'IVG aux États-Unis. La Cour suprême américaine a donné la possibilité aux USA de restreindre ou interdire le droit à l'avortement hier. Des centaines de protestataires furieux et inquiets se sont rassemblés. Les premiers États bannissent les IVG, les cliniques ferment. Le droit à l'avortement. Un débat qui divise les États-Unis depuis des décennies. La décision de la Cour suprême d'invalider Roe contre Wade, presque 50 ans après son adoption, ne fait qu'intensifier la fracture entre les deux camps. 6 des 9 juges affirment qu'il n'existe aucune référence à l'avortement dans la Constitution américaine et qu'aucune disposition ne sous-entend qu'il s'agit d'un droit protégé. Il en revient donc aux États de décider. 13 d'entre eux s'étaient dotés d'une loi gâchette. Ces lois, adoptées pour entrer en vigueur une fois Roe contre Wade renversé, interdisent ou restreignent encore un peu plus l'accès à l'avortement. Devant le plus haut tribunal du pays, les réactions ont été vives. Interdire l'avortement est illégitime, la maternité forcée est illégitime. Des millions de vies seront sauvées grâce à cette décision. Le peuple a remporté une victoire, affirme le leader de la minorité de la Chambre. Le droit à la vie est protégé, les plus vulnérables ont finalement une voix. La décision a enflammé la sénatrice du Massachusetts. I am spitting mad over this. We have 6 extremist justices on the United States Supreme Court who have decided that their moral and religious views should be imposed on the rest of America. C'est une claque au visage des femmes quant à leur droit d'user de leur propre jugement et d'exercer un contrôle sur leur propre corps, affirme Nancy Pelosi, présidente de la Chambre. Le président des États-Unis appelle les Américains à voter massivement aux élections de mi-mandat. Cet automne, l'avortement, les droits individuels, le droit à la vie privée et à la liberté seront des enjeux électoraux, affirme Joe Biden. Pour régler la question une fois pour toutes, le président estime qu'il faudra élire une majorité de politiciens qui voudront enchasser le droit à l'avortement dans une loi fédérale. Le camp pro-choix n'a pas dit son dernier mot. Ici Valérie Michaëla. Au moins 18 personnes sont mortes ce vendredi aux portes de l'Europe. 2000 migrants ont tenté aux premières heures de la matinée de franchir le mur d'enceinte entre le Maroc et l'enclave espagnole de Melilla. Environ 2000 migrants ont tenté ce vendredi de prendre d'assaut la frontière séparant l'enclave espagnole de Melilla du Maroc. Au moins 18 d'entre eux ont trouvé la mort et près d'une quinzaine ont été blessés dans des bousculades et en chutant de la clôture de fer qui délimite la séparation entre les deux pays. Plus de 500 migrants, principalement des adultes provenant de pays d'Afrique subsaharienne, ont ensuite forcé l'entrée du poste frontalier avec une cisaille. 133 seraient parvenus à entrer dans Melilla selon les autorités. Près d'une cinquantaine de membres des forces de l'ordre ont été blessés, dont 5 grièvement. Situées sur la côte nord du Maroc, Melilla et l'autre enclave espagnole de Ceuta sont les seules frontières terrestres de l'UE sur le continent africain. Elles font régulièrement l'objet de tentatives d'entrée de la part de migrants cherchant à rejoindre l'Europe. Celle massive de vendredi est la première depuis la normalisation mi-mars des relations entre Madrid et Rabat, après une brouille diplomatique de près d'1 an. Revenons au Togo avec cette saisie de couteaux de boucher, 400 couteaux au poste fixe de contrôle douanier sorti sud de la ville de Dapaon. La marchandise appartient à un Nigérien à destination de Lomé. Les faits nous sont exposés ici par le lieutenant-colonel Tchala Adji, inspecteur principal des douanes. Propos recueillis par Gérard Lagoudou. Dans la nuit du 23 au 24 juin 2022, aux environs de 22 heures, le poste fixe de contrôle des douanes situé à la sortie sud de la ville de Dapaon a effectué une saisie de 418 couteaux de boucher. En effet,
Au cours d'un contrôle de routine effectué par les agents de douane, une fouille minutieuse d'un bus de 15 places a permis de mettre la main sur un carton contenant 418 couteaux de boucher que le sieur Mahamoudou Aboubakar, vendeur ambulant de nationalité nigérienne, âgé de 28 ans, a commissionné à destination de Lomé. Cette marchandise dangereuse importée par contrebande a passé les frontières togolaises par les pistes d'une manière illégale. En dehors du caractère illégal que revêt l'importation de cette marchandise et face au climat d'insécurité qui prévaut dans la région des Savanes, nous appelons toute la population en général et les transporteurs en particulier à plus de vigilance et de collaboration avec les forces de sécurité et de défense afin de préserver la paix pour notre pays. Car cette marchandise entre les mauvaises mains peut être un danger pour la population. Le sieur Mahamoudou Aboubakar et sa marchandise seront confiés au groupement de la gendarmerie de la région des Savanes pour les investigations. La traite des personnes et ce chiffre, 295 millions de personnes en sont victimes dans le monde, un chiffre qui fait froid dans le dos et qui interpelle. Des stratégies sont mises en place pour une lutte efficace contre ce fléau dans les pays du Golfe de Guinée avec l'appui financier de l'expertise France. Yata Ratem. Du matériel roulant, informatique et des loupes de détection de faux documents au profit des services spécialisés de la police nationale sur les questions de la traite des personnes. Une action qui s'inscrit dans le cadre du projet Appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée. Financé par la France et l'Union européenne, le projet est mis en œuvre par Expertise France pour ce qui concerne le Togo et le Bénin. Le tout estimé à plus de 8 millions de francs CFA. Il y a des réseaux de criminels bien organisés qui déplacent nos frères, nos sœurs, nos enfants afin de les exploiter pour pouvoir en tirer un profit. Et donc il y a besoin maintenant d'abord d'éveiller la conscience des populations sur ce phénomène et également de pouvoir accompagner les acteurs qui sont dans le domaine à pouvoir renforcer leurs capacités afin que la lutte soit menée de façon collégiale. Ce lot de matériel vient ainsi renforcer les capacités opérationnelles de la police judiciaire et le service d'immigration de l'aéroport international Yazimbe et Yadema. Des motos, ça permettra de faciliter la mobilité de ces unités à aller au recoin et au coin de nos localités pour rechercher et traquer ces trafiquants-là. Le matériel informatique permettra le traitement et le stockage des données. Le terrorisme et l'extrémisme violent se nourrissent de cette traite des êtres humains. C'est donc un appui considérable pour ces unités. La traite des êtres humains reste aujourd'hui un crime organisé. Pour y faire face, le gouvernement togolais et ses partenaires ont pris nombre de mesures relatives à la prévention des vulnérabilités et à la prise en charge des victimes. Expertise France conçoit et met en œuvre des projets qui renforcent les politiques publiques dans les pays en développement et émergents. Elle intervient dans les domaines de développement durable, entre autres la gouvernance, la sécurité, le climat, la santé et l'éducation. Tout autre sujet, l'environnement et la campagne de reboisement lancée par le gouvernement, un Togo vert d'ici à 2030. C'est l'objectif principal de ce projet. Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour l'atteinte de cet objectif. Le ministère des Travaux publics fait sa part avec la mise en terre de 900 plans. On va y revenir. Dans le même contexte, des prix ont été décernés aux meilleurs reboiseurs à Tabligbo, des récompenses pour inciter les autres à leur emboîter le pas. Edwige Atakwa Bassabi, Dodoware. Diamé Combaté, producteur dans le Zio. À lui seul, environ 800 plants mis en terre lors de la campagne de reboisement l'année dernière. Rompu à l'agriculture, il a su les entretenir comme son champ de maïs. Ce n'est qu'un début. Les jours à venir, ou bien les années à venir, je ferai mieux plus que ça là. Et
veillerai aussi à sensibiliser la population à faire de plus que ce que je viens de faire. Tout comme Diamé, 2 autres reboiseurs ont été récompensés. Leur engagement au service de l'environnement reconnu et encouragé par le gouvernement. Hier, planter, c'était devenu comme un acte banal. Et dans notre pays, depuis 1977, il était question d'une journée de l'arbre. Et le 1er juin de chaque année, on essayait de planter. Et ça se limitait à cette journée-là. Cette fois-ci, le chef de l'État lui-même a dit, vu la pression qui s'exerce sur nos forêts, sur nos ressources forestières, si rien n'est fait, d'ici les 10 ans, notre agriculture ne pourra prospérer. Faire en sorte que d'ici 2025, au moins 25% du territoire togolais soit fait de forêt. De la parole aux actes, geste imité par la population à l'occasion de cette cérémonie de remise de prix, comme pour motiver davantage à reboiser. En ce qui concerne le Covid-19, à ce jour, samedi 25 juin 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 37 328, 14 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 966. Le nombre de cas actifs est de 87 et le nombre de décès est de 275. Chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Ainsi se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. À suivre, le concert party, Madame Assi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé avec Kevin. Le journal de nuit sera présenté par Abidé Niassimbe. Très belle soirée à vous.